J'ajoute un élément d'information qui date d'hier. On voit venir de manière assez précise, parce qu'il y a même des débuts de pistes très précises, au-delà des 10 milliards de coupes dans la dépense de l'État, qui ont été publiés par décret. On a vu avec François Eckel hier qu'on était probablement sur un chiffre brut et pas un chiffre net. François, lui, son pari, c'est si on arrive à 4-5 milliards nets, ce sera quand même déjà pas mal. Et là, on commence à parler maintenant de s'attaquer à la dépense sociale. Alors, il y a la réforme de l'assurance chômage, on vient d'en parler, mais il serait question de monter la CSG sur les indemnités des chômeurs, qui est réduite aujourd'hui, et éventuellement de remettre en cause le remboursement à 100% des ALD, les affections longue durée. Tout ça s'ajoute à tout ce que l'on sait déjà sur le doublement des franchises médicales et autres. Votre position, Augustin, par rapport à ce qu'on vient de se raconter? Séparons un peu l'économique et puis après comment ça rentre dans le débat politique d'aujourd'hui. Sur le pur économique, je suis d'accord avec Eric, il y a des arbitrages compliqués. D'ailleurs, les règles qui s'appliquent à un moment, qui sont optimales à un moment, ne le sont pas forcément à un autre. Là-dessus, on est dans une période quand même de changement technologique fort. Moi, mon sentiment, il y a un aspect intergénérationnel dans la mesure, qui est qu'elle vise au fond plutôt les plus de 50, je ne sais plus quel est le seuil, 52, 53. Donc cet aspect intergénérationnel, il est important parce que, en période de choc technologique, si vous voulez, les primes de seniorité, l'idée qu'un type de 55 ans doit gagner nettement plus que quelqu'un qui rentre sur le marché de l'emploi, elles sont pas toujours, elles reflètent souvent mal la productivité. Et donc ça, il y a un moment où effectivement les gens doivent accepter des décotes de salaire, cette espèce de tabou sur accepter des décotes. Bien sûr. Donc ça, c'est ce que le rapport montre d'ailleurs. Le rapport qui est présenté. Doute que les partenaires sociaux nous proposent ce genre de piste. Le rapport montre que effectivement, ça pousse les gens à accepter parfois des salaires plus faibles que ce qu'ils avaient avant, parce que la productivité d'un senior n'est pas toujours nettement plus forte que celle d'un junior dans des périodes de changement technologique fort. Donc je pense que c'est de manière cryptée. C'est pour ça que c'est Attal qui l'apporte aussi, je pense. Il y a un aspect intergénérationnel qui est, à mon avis, un élément intéressant de ces idées. J'ai jamais entendu les choses expliquées comme ça par Gabriel Attal, excusez-moi. Mais oui, mais n'empêche que c'est bien, bien de ça qu'il les messages cryptés qui sont absolument indécryptables pour les gens, c'est sympa. Non, mais c'est écrit, mais c'est dit noir sur blanc, ça vise essentiellement la durée d'indemnisation des personnes de plus de 53 ans. Donc l'idée, c'est bien de dire, il y a des cas où il faut accepter de ne pas être payé autant qu'on était avant. Je pense que c'est ça. Il a parlé des 18 mois, Gabriel Attal. C'est la durée en dessous de 53 ans. Il n'a pas parlé des durées majorées entre 53 et 55, et encore un peu plus majorées. Je crois qu'on est passé de 36 à 28 mois pour les plus de 55. Mais c'est pas trop ce qu'il veut faire, en fait. Mais ensuite, il va mettre ça au menu des partenaires sociaux. Donc après, il y a l'économique stricte. Après, dans le débat public, moi, je remarque qu'effectivement, les levées de boucliers sont pas drastiques. C'est-à-dire que les gens ont l'air de considérer que, c'est pas légitime de passer plus d'un an au chômage. Il y a une espèce en tout cas, c'est un peu un ballon d'essai, ce truc, et on voit bien que les réactions sont pas très violentes. Donc il y a bien dans la société l'impression que, effectivement, les gens doivent se bouger. Voilà, cela dit, donc dans le rapport, parce que j'ai regardé un petit peu, donc d'abord le rapport il n'est pas conclusif, il prend plein de pincettes pour dire il est beaucoup trop tôt pour conclure quoi que ce soit. Mais un des éléments que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il documente le fait que les TPE, PME, en fait, sont même pas au courant vraiment des réformes bonus-malus. Donc il y a des sondages, on leur demande, alors est-ce que ça vous avez changé? Ils disent mais on n'est même pas au courant de quoi vous. Donc ça c'est très intéressant en fait. Entre ça et les individus qui ne savent même pas qu'il y a eu une ou deux ou trois réformes. Donc ça rejoint le thème de la prolifération normative, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens arrêtent de vivre, ça change tous les 3 mois. Donc voilà. Donc ça c'est l'autre aspect de ces débats. Je viens de réaliser qu'il y a eu 5 réformes depuis 2017. Objectivement, je ne suis pas capable de vous citer. Je peux vous en citer 3. Mais pas 5. Donc il faut sans doute stabiliser économiquement. Bruno Coquet de l'OFCE est cité ce matin. Il dit généralement vous mettez jamais les gens dans la rue en réformant l'UNEDIC, et généralement c'est plutôt considéré comme des réformes populaires. Donc politiquement il n'y aurait pas de risque. Alors, Eric, allez-y. Mais pourquoi on met personne dans la rue? Parce qu'il faut rappeler que la durée d'indemnisation, vous voyez, on parle de la potentielle, c'est 18 mois mettons, mais en effectif c'est la moitié. En moyenne, les chômeurs prennent la moitié de leurs droits. Donc en fait, ça touche pas grand monde, et donc puisque ça touche pas grand monde, ça met pas beaucoup de gens dans la rue. Ça touche juste ceux qui ne peuvent plus faire autrement, alors soit de façon volontaire, soit de façon involontaire, et c'est ça qu'on devrait essayer de contrôler, c'est qui le fait de façon volontaire, et essayons de faire du contrôle pour ceux qui le font. C'est très difficile. Alors c'est très difficile. Pôle emploi a essayé de le faire, il arrivait à des chiffres à peu près microscopiques. Et voilà. De gens qui effectivement étaient en position de profiter. Mais Nicolas, vous dites bien la chose. C'est qu'effectivement, il n'y a que 8 à 10% des chômeurs qui ne jouent pas le jeu. Et donc on fait des mesures pour
ennuyer tout le monde, alors qu'on devrait faire des mesures pour ennuyer les 8 à 10 qui ne jouent pas. Attention aux effets de bord. Ça, c'est pas uniquement de la punition. Il y a l'idée que ça accélère la reprise d'emploi globale. Oui, mais encore une fois, si ça accélère et que ça aboutit à un optimum un peu dégradé, c'est-à-dire qu'on ne va pas là où on veut, je ne crois pas que ça soit comme ça qu'on s'épanouisse au travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais signaler, c'est que je pense que le gouvernement va être pris à son propre jeu. Parce qu'il a mis, en même temps, il a voté une loi de contracyclicité. Rappelez-vous, quand le taux de chômage, et il a mis avec le taux de chômage du BIT, quand le taux de chômage au BIT descend, on durcit. Quand le taux de chômage au BIT remonte, on va réallonger. C'est à 9%. Si le taux de chômage remonte à 9%, la durée automatiquement va augmenter. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'ils veulent accélérer ? Je ne sais pas. Mais regardons maintenant. Là, le taux de chômage, si on a raison, il a 7,4. 7,5, pardon. 7,5. Imaginons qu'on ait raison à l'OFCE et que le taux de chômage continue à augmenter cette année. Vous le voyez à 8, je crois. À 7,9, allez, 8, disons. On va être à 8. Qu'est-ce qu'il arrive en fin 2024 ? Qu'est-ce qui arrive en 2025 ? Le fait que tous les bénéficiaires du RSA doivent s'inscrire à Pôle emploi, d'accord ? Et quand tu t'inscris à Pôle emploi, en plus, tu dois faire, t'as les 15 heures d'activité, c'est des recherches d'emploi. Tiens, d'un coup, les chômeurs qui étaient dans le halo du chômage, c'est-à-dire qui n'étaient pas considérés comme chômeurs parce qu'ils ne recherchaient pas un emploi activement, vont rechercher un emploi activement. Ils seront donc éligibles à la définition de l'égalité. Et voilà. Et vous savez ça va faire bondir. Vous savez combien il y a de personnes ? Ça va toucher combien de personnes ? 1,2 million. Oui, il y a 60% des RSA qui sont pas. Donc si 1,2 million, alors ça, tout le monde ne va. Mais imaginons. J'ai compris. Imaginons qu'il y ait beaucoup de monde qui s'inscrivent. Le chômage au sens du BIT passe à 9, la durée augmente. Et donc du coup, le gouvernement qui voulait le réduire va être obligé de l'augmenter à cause de cette mesure. Mais vous voyez, moi, je pense que si la hausse du chômage est liée à cela, c'est une bonne hausse du chômage. Si les chômeurs qui n'étaient pas considérés, qui n'étaient pas sous le radar, qui ne recherchaient pas activement, ils recherchent, tant mieux. Ils ne vont pas toucher l'indemnisation à ces gens-là de toute manière parce qu'ils n'ont pas travaillé. Mais ils vont rechercher de l'emploi et c'est plutôt bien. Donc vous voyez, il ne faut pas voir la période de chômage comme une mauvaise période. Au contraire, il faut au moment où on les a sous le radar, les aider à retrouver un emploi, leur dire il faut les qualifier, il faut t'encourager, on va te suivre. Mais ça, vous voyez, il faut réinverser la façon de voir le chômage. La période de chômage, généralement, c'est une période qui doit être cruciale où on dit tiens, voilà, t'es déqualifié parce que maintenant les nouvelles technologies, tu sais pas. Et donc tu vas pas rester dans cet emploi-là, on va te reformer à autre chose. Et donc, mais des fois, il faut plus que 6 mois pour réapprendre un métier, une pause. etc. Donc c'est très important. Je rappelle juste un élément par rapport à ce que disait Eric. En début 2025, on va généraliser l'obligation de 15 à 20 heures d'activité pour les bénéficiaires du RSA, qui sont 1 900 000, mais sur les 1 900 000, il n'y en a que 40% aujourd'hui inscrits dans les dispositifs de service public de l'emploi, ce qui veut dire qu'on va avoir une explosion un peu mécanique. Alors à cela, il faut rajouter les jeunes. Les jeunes qui sont dans le dispositif sont obligés aussi. Les jeunes de quoi ? Les jeunes qui sont dans les dispositifs d'insertion vont être obligés aussi de s'inscrire à Pôle emploi. Et donc c'est ça qui fait le 1,2 million. Ça va pas être bon pour le moral si on retrouve les 9,2% de chômage. C'est possible. Il faudra expliquer pourquoi le chômage augmente. C'est pas uniquement à cause de la conjoncture. Vous avez remarqué qu'il est très rare qu'on puisse rentrer dans la complexité d'un sujet économique pour vraiment le. Quand on voit d'ailleurs le nombre de fois, le nombre d'heures que j'ai passé à raconter, même sur BFM TV, ces réformes, et là dans l'étude de France Stratégie, la majorité ignore totalement qu'il y a eu des réformes de l'assurance chômage. Donc c'est parfois un peu désespérant. Vous voulez réagir, vous réagirez dans un instant. Je voudrais quand même vous demander si remettre une couche de coupe budgétaire sur le social. Après, continuer à dire qu'il n'y a pas de baisse d'impôts, il y a un moment, il faudra arrêter. Parce que là, ça va être bon. Après, on fait la semaine de 4 jours et la croissance. Enfin, on va faire décoller l'activité avec Augustin Landier. À tout de suite.